Oui, Yaurana Tatop Atoa je vais donc vous parler de la base Linkist. Donc Linkist est un acronyme de ce long titre dont j'ai retenu Linkages Among East Polynesian Languages. Donc c'est le Link et le East qui est retenu pour l'acronyme. C'est une base de données qui a été conçue et mise en forme grâce à un certain nombre de partenaires que je tiens à remercier à cette occasion. Ils sont indiqués en bas. J'ai vu la limite du temps, je ne vais pas les détailler. Et puis j'associe à cette présentation Hugues Talfer, qui est informaticien, qui m'a permis donc le développement de cette plateforme. Alors, Linkist est une base de données lexicale qui a pour vocation d'exploiter les données recueillies par Jean-Michel Charpentier, mises en forme par Alexandre François dans un ouvrage qui s'intitule l'Atlas linguistique de la Polynésie française. Et donc ce travail a pour objectif, le travail que nous développons à partir des données de l'Atlas, a pour objectif de préciser le processus de diversification des langues polynésiennes de l'Est. C'est-à-dire comment, à partir d'un ancêtre linguistique commun, une langue mère commune, elles se sont diversifiées sous la forme des langues présentes aujourd'hui dans l'Est du Pacifique. D'une certaine manière, donc, Linkist prolonge, pour ceux qui connaissent cette base, prolonge le travail déjà engagé grâce à la base Polynesian Lexicon Online, donc, qui a été mise en forme par Bruce Biggs d'abord, puis ensuite prolongée par Ross Clark et Simon Greenhill. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette fois une granularité, une précision plus grande sur les langues de la Polynésie française, en particulier sur les Tuamotu. Vous verrez, puisqu'on a de nombreux points d'enquête qui ont été parcourus par Jean-Michel Charpentier. Alors quel est le corpus de départ sur lequel nous nous appuyons? Eh bien, c'est ce fameux atlas auquel vous pouvez accéder dès à présent en suivant ce lien. C'est un document qui est au format PDF et qui s'organise de la manière suivante. Vous avez, c'est ce qu'on appelle une démarche onomasiologique. Vous avez un sens qui est donné à travers 3 mots en anglais, en français, en tahitien. Et donc, à partir de ce sens, on va chercher les équivalents de traduction sur 20 points d'enquête en Polynésie française, ce qui débouche, donc en tout, vous avez 2253 entrées sémantiques sur 20 points d'enquête, et donc au total 63 000 items lexicaux qui ont été recueillis, sachant que pour une entrée sémantique, il peut y avoir parfois plusieurs formes dans une même langue. Donc voici les points d'enquête, les 20 points d'enquête qui ont été donc enquêtés par Jean-Michel Charpentier sur l'ensemble de la Polynésie française, des Marquises jusqu'à Rapa. Et donc l'atlas en fait se présente à l'origine sous la forme d'un fichier. Là j'ai mis juste une entrée sémantique avec homme, être humain, ata. Et vous voyez qu'ici pour les 20 points d'enquête vous avez la forme recueillie sur le terrain. D'accord? Donc ça c'est pour une entrée et vous avez comme ça plus de 2000 entrées. Pour l'instant, l'atlas que vous pouvez consulter en ligne n'a pas cette forme-là. C'est véritablement un atlas, c'est-à-dire que vous avez une carte sur laquelle est projetée, à partir donc de l'entrée sémantique qui est ici, où sont projetés les équivalents de traduction pour les différents points d'enquête. Ce document est statique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une recherche dynamique dans le document. Donc nous avons en fait récupéré le fichier source avec Alexandre François, qui est ici, et nous avons injecté ce fichier source dans une base de données. Donc, comment s'organise la base de données? Donc, vous avez comme information les entrées trilingues, en français, anglais, tahitien, en tout 2222, puisqu'entre-temps, on a éliminé les doublons. Vous avez les 20 points d'enquête, auxquels nous avons rajouté 6 langues supplémentaires de langue polynésienne de l'Est. Des sources, c'est-à-dire nous avons systématiquement une table des sources pour pouvoir renseigner systématiquement d'où sortent les éléments supplémentaires que nous avons ajoutés ou bien les corrections ajoutées à la base de départ. Nous avons également aspiré l'ensemble, avec l'accord évidemment de Greenhill en particulier, nous avons aspiré l'ensemble du contenu Polex disponible en ligne et nous l'avons connecté à la base Linkist. Et nous avons renseigné systématiquement les transformations qui sont connues entre la proto-langue ou les niveaux de proto-langue, c'est-à-dire le proto-polynésien, et les langues contemporaines. C'est-à-dire que pour tel proto-phonème en proto-polynésien, on sait qu'on a tel phonème contemporain dans les différentes langues contemporaines.
Et donc on obtient une synthèse qui s'articule de la manière suivante. Donc les entrées sémantiques trilingues, les différents points d'enquête. Pour chacun de ces points d'enquête, les équivalents de traduction de cette entrée sémantique avec les sources qui sont précisées, la protoforme éventuellement si elle est identifiable et identifiée, et éventuellement ensuite on peut renseigner les transformations observables. Donc ça c'est juste un tableau qui vous montre dans la base comment s'organisent les connexions entre les entrées sémantiques et les protoformes du POLEX. Donc ici vous avez toutes les formes du POLEX qui ont été aspirées. Les tables de transformation phonologique entre, par exemple, ici, le proto-polynésien et le rurutu. Le protophonème, c'était, par exemple, ici, un he qui a donné rien, ou que qui donne une glottale, etc. Bon, je passe. Donc voici, alors c'est un peu petit, je m'excuse, mais voici le résultat d'une page pour une entrée sémantique dans la base. Donc ici, vous avez l'entrée sémantique man, human being, homme, être humain, ata. Donc ça, c'est l'entrée trilingue sémantique. Vous avez ici, jusque-là, les 20 points d'enquête aspirés donc, de la base de l'atlas linguistique, d'accord, avec les différents mots qui sont collectés, enana, enata, taata, tangata, etc. Puis ensuite, vous avez les éléments qui ont été complétés par nos soins, donc qui n'étaient pas à l'origine dans l'atlas linguistique, mais que nous avons renseignés pour les langues supplémentaires de l'Est, les langues polynésiennes de l'Est. Ici, vous avez systématiquement la précision de la source, d'où viennent ces compléments ou ces corrections, si nous avons apporté des corrections. Ici, vous avez l'étymon proto-polynésien lorsqu'il peut être identifié. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait, quand les transformations sont régulières, Hugues a implémenté un algorithme qui reconnaît immédiatement les reflets réguliers de l'étymon proto-polynésien. Et donc, vous voyez par exemple ici, tout ça, ce sont des formes régulières qui ont été identifiées automatiquement par l'ordinateur, par l'algorithme, et qui ont connecté donc la forme proto-polynésienne à la forme contemporaine. Ici, en revanche, vous voyez, il n'y a pas de connexion automatique. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation. Et c'est là qu'à l'œil humain, on peut commencer à analyser. On dit, quelle transformation y a-t-il eu lieu? Donc, par exemple ici, alors que normalement le T proto-polynésien se conserve, ici, le T est devenu une glottale. D'accord? Et donc, on renseigne à la main le tableau. Donc ici, ce sont donc les protoformes et ici, les transformations observables. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je n'ai pas encore traité les 2200 entrées sémantiques. J'en suis à ma 171e entrée sémantique traitée. Ça prend un temps fou parce qu'il faut tout revérifier, tout checker, si vous voulez. Donc, voilà, par exemple, ce qu'on obtient déjà. Justement, on a déjà des tables de correspondance entre la protoforme proto-polynésienne et les différents reflets dans les langues contemporaines. Donc je sais que le tangata proto-polynésien se reflète sous la forme enana dans ces langues-là, enata dans ces langues-là, en kanaka en hawaïen, etc. Donc on a la photographie de la transformation dans les différentes langues. Ensuite, on peut, s'il n'y a pas d'étymon identifiable dans la base du POLEX, on peut dire, il y a bien, par exemple ici, à Amanu, Ana, Fangata, Makemo, etc., il y a un mot qui veut dire l'œil oui, ça c'est, excusez-moi, c'est les innovations. Donc dans ce cas-là, on a bien un étymon qui est identifié dans le POLEX, Konofi, d'accord? Et on peut donc analyser précisément les transformations qui ont eu lieu. Donc par exemple, le Konofi du proto-polynésien, regardez, est devenu Nohi dans ces langues-là. Et donc, on peut non seulement connecter à l'étymon, mais préciser quelle est la transformation qui a eu lieu. D'accord ? Ici, donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une aphérèse, c'est la première syllabe qui est tombée. Ou comme ici, par exemple, vous avez la protoforme qui est parari, qui est devenue parara dans des langues, dans ces langues-là, Amanu et Tureya. Donc vous avez un phénomène d'assimilation progressive où la voyelle A à l'avant est identique à celle qui précède. Voilà. Ensuite, lorsqu'il n'y a pas de forme dans le POLEX identifiable, on peut donc faire des reconstructions locales. Par exemple, dans toutes ces langues-là des Tuamotu, on a un mot pour dire nouveau, et en tahitien d'ailleurs, qui est api. Or, API n'est pas dans le POLEX, où il n'y a pas d'étymon auquel on puisse connecter API. Donc API est une innovation lexicale locale. Et donc tous les mots que vous voyez là sont des innovations. Or, ça c'est très important pour nous parce que deux langues qui ont
dans lesquelles est survenue la même innovation sont des langues qui entretiennent des liens plus étroits que lorsqu'elles n'ont pas partagé la même innovation. Donc c'est de l'information très utile ensuite pour travailler sur la dimension historique des langues. Donc ici, par exemple, en marquisien, pour broken, on a un mot là que je n'arrive pas à lire ici, qui est pora. Pora, j'arrive pas à rattacher pora à quoi que ce soit dans le polex, hein, en suivant les chemins. Non, mais par rapport au polex, il n'y a rien dans le polex qui correspond à casser. Hein. Alors, donc voilà, c'est encore un travail en évolution, en chantier. Vous imaginez que c'est beaucoup de travail hein, pour de nettoyer, etc. Et une des dimensions, pour rejoindre la présentation de Nick, une des dimensions importantes pour nous, c'est notre capacité à restituer cette information au public et que ça puisse servir le public. Donc nous travaillons en ce moment à la mise en place d'une plateforme de consultation en ligne. Pour l'instant, le Linkist est une base de données en accès réservé sur laquelle nous sommes un petit nombre à travailler. Mais l'enjeu, c'est évidemment de pouvoir restituer ça au public en fait, avec deux dimensions. D'une part, permettre une consultation dynamique de l'atlas linguistique. Pour l'instant, c'est un PDF qui est un peu pénible à consulter. Donc l'idée, c'est qu'on puisse simplement taper le mot et puis dire « donne-moi l'équivalent de ce mot dans les langues » et puis hop, ça s'affiche à la volée. Cette fonction existe déjà en fait. Là, vous avez un site dont je pourrais vous donner l'adresse tout à l'heure sur lequel la fonction fonctionne. Je n'ai pas inscrit le site parce que je ne suis pas très satisfait du résultat. Donc c'est déjà en ligne, c'est déjà accessible, mais je ne veux pas trop le montrer pour l'instant. Donc nous travaillons dessus, mais bon, ceux qui me le demandent, hein. Mais voilà, parce qu'en fait, nous travaillons sur l'amélioration de l'ergonomie du site, et en particulier, à présent, nous allons également l'enrichir en indiquant les timons rattachés à ces formes contemporaines, et donc on va rajouter également les 6 langues supplémentaires qui ont été ajoutées comme point d'enquête. Par ailleurs, nous aimerions que ce site devienne aussi un espace de vulgarisation sur l'histoire et sur l'étymologie dans les langues polynésiennes de l'Est, puisque vous savez sans doute, pour ceux qui enquêtent sur le terrain, que les gens sont friands d'étymologie populaire, et parfois il est bon de leur donner un autre regard sur l'histoire des langues, parce que, voilà, parce que ça éclaire aussi hein, la connaissance des langues et de l'histoire des peuples qui parlent ces langues. Voilà, j'ai terminé, je ne sais pas si je suis dans les délais. C'est trop court. C'est trop court. Oui. Alors, nous avons assez de temps pour questions. D'abord à Jacques, et puis on passe à une session générale de questions et de discussion. Oui.